Bonsoir, bienvenue à vous, chers auditeurs et téléspectateurs du Miroir de la Femme pour le rendez-vous, le débat, le rendez-vous de la rédaction. Le rendez-vous de la rédaction qui, comme vous le savez, ça fait plus d'un mois en tout cas que on n'a pas pu donc être avec vous pour parler, discuter de l'actualité. Mais bref, donc nous sommes là, nous allons le faire ensemble, ce débat. Au menu de ce débat, nous allons parler de l'attaque perpétrée par les terroristes le 10 décembre 2019 dernier contre le camp militaire d'Inates, faisant 71 morts, 12 blessés et plusieurs portés disparus selon les autorités nigériennes. Ces 71 vaillants militaires ont été enterrés également le 13 décembre et l'oraison funèbre a été prononcée par le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, en présence des familles éplorées de la nation nigérienne, ainsi que les membres du gouvernement et autres. La communauté internationale a décrié cette situation. Les pays du G5 Sahel, les Nigériens dans leur ensemble ont condamné cet acte barbare. Nous aurons également à parler du second point. Le second point, c'est l'invite du président, lancé par le président français Emmanuel Macron à l'endroit des présidents du G5 Sahel sur la présence, oui ou non, de la force française au Sahel. Nous aurons également comme troisième point, nous parlerons du vote donc de la loi des finances 2020 décriée par également certains acteurs de la société civile nigérienne, les acteurs du domaine comme l'éducation et la santé, mais cette loi des finances a été quand même votée. Nous parlerons enfin, pour clore ce débat, du classement fait par le PNUD, le classement de l'indice de développement humain qui classe le Niger à 189e pays sur 189. Alors voilà, et pour en parler, j'ai sur ce plateau nos invités. J'ai à ma droite M. Bourema Daouda, il est acteur de la société civile nigérienne. M. Bourema Daouda, bonsoir. Bonsoir. J'ai également à ma gauche M. Adamou Maman Sabiou de l'UDTN. M. Adamou, bonsoir. Bonsoir. Et c'est la première fois que vous participez donc à ce débat. J'ai de l'autre côté également, toujours à ma gauche, M. Ibrahim Salia. M. Ibrahim Salia est acteur de la société civile nigérienne. M. Salia, bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, pour terminer, merci également donc à la technique avec lesquels nous sommes en train de coordonner pour ce débat. Voilà, et comme je le disais, le premier point, mais nous n'allons pas rentrer dans le premier point sans également présenter nos condoléances les plus attristées, en tout cas au peuple nigérien, à la famille, aux familles éplorées des 71 militaires que nous avons perdus dans l'attaque d'Inates, que leur âme repose en paix et prompt rétablissement aux blessés. Voilà, nous allons parler donc de cette insécurité au Sahel, plus précisément donc à Tilaberi, avec l'attaque perpétrée sur le camp donc militaire d'Inates un 10 décembre 2019, faisant ainsi 71 morts, 12 blessés et plusieurs portés disparus. Selon les autorités nigériennes, et ces 71 vaillants militaires ont été enterrés le 13 décembre 2019, où l'oraison funèbre a été prononcée par le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, père de la nation, donc devant en tout cas tout le peuple nigérien. La communauté internationale, les pays du G5 Sahel, les Nigériens dans leur ensemble ont condamné cet acte barbare. Quelle analyse faites-vous de cette situation, M. Bourema Daouda? Oui, merci. Nous allons profiter de ce plateau pour présenter nos condoléances les plus attristées, d'abord aux familles biologiques des disparus, à leurs familles militaires et au peuple, au-delà au peuple nigérien tout entier. Et comme beaucoup de Nigériens l'ont constaté, le 10 décembre 2019 a été une journée sombre pour notre pays. Sombre parce que
c'est la première fois que le Niger a connu un tel désastre, où en pleine journée, des djihadistes viennent attaquer un camp et massacrer des dizaines de nos soldats. Maintenant, pour ce qui concerne la situation, peut-être que la vérité, nous, en tant que simples citoyens, nous ne voulons jamais la voir. Parce que je suis sûr, sous prétexte de secret défense ou secret militaire, il y a beaucoup de choses qui ne seront pas dévoilées. Soit. Mais quand nous essayons de faire l'analyse, puisque cette situation a duré, on peut dire que c'est depuis 2012 à 2013 que l'insécurité a pris de l'ampleur au niveau de la région de Tillabéri et que les autorités ont tenté de prendre des dispositions pour que le Niger ne puisse pas connaître la situation dans laquelle se trouve une partie du Mali. Mais avec tout ça, on est en train de nous attaquer et nous sommes en train de perdre nos frères. Pour ce qui concerne le cas spécifique du Natessa du 10 décembre 2019, la première chose qui m'a étonné, c'est d'abord la position même du camp. On sait que d'abord, le 10 c'est pour des raisons purement stratégiques quand même. On sait que la partie nord du Mali n'est pas contrôlée par les autorités du Mali. C'est contrôlé en réalité par des djihadistes. Sous couvert d'une zone franche qu'on a donnée à la partie de Kidal. Et il paraîtrait que le camp de Nates est à 5 km de la frontière. 5 km. 5 km. Ça veut dire quoi? Parce que j'entendais des gens faire des spéculations pour dire mais comment des gens peuvent venir à moto, attaquer et que personne ou bien les militaires n'arrivent pas à réagir. D'abord, il y a une réalité qui est là. Ça veut dire qu'au-delà de ces 5 km, ce n'est plus le territoire nigérien. Même si ces soldats voient des mouvements, ils peuvent penser en réalité que ce sont des soldats maliens ou des troupes maliennes. Ça veut dire qu'à partir de là, déjà, il y a un problème. Ils peuvent attaquer, retourner, ce n'est que 5 km. Sur le plan stratégique, ça pose un problème. Le deuxième problème, le deuxième étonnement, c'est d'abord le mode opératoire. Selon les publications, les premières publications que nous avons commencé par avoir, il paraîtrait que c'est d'abord le centre de transmission, leur poudrière et leur dépôt de carburant qui ont été préalablement neutralisés. Alors, ici, en faisant des hypothèses, ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Soit il y a une complicité à l'interne, ou alors il y a des éléments qui ont séjourné dans nos troupes qui certainement ont quitté pour rejoindre l'autre camp. Pourquoi je le dis? Il serait très difficile quand même pour des personnes étrangères à une compagnie militaire de savoir exactement le plan d'une compagnie militaire et de maîtriser de manière simultanée le centre de transmission, le dépôt d'armes et le dépôt de carburant. Ça veut dire qu'à partir de là déjà, on doit faire des enquêtes pour savoir exactement ce qui s'est passé. Parce qu'on a l'habitude de plus souvent, quand on attaque, on tue, on dit que ce sont des djihadistes et ça s'arrête là. On ne poursuit pas, on ne fait pas des enquêtes. Pousser pour savoir exactement ce qui s'était passé. Okay. La deuxième chose qui m'a étonné,
et ça je le dis clairement, je crois que beaucoup de Nigériens partagent mon étonnement. Quand il y a eu l'attaque, aussitôt j'ai appris, quand on a appris que le président de la République est du reste le chef suprême des armées, a écourté son séjour de l'Égypte pour venir automatiquement et convoqué le lendemain et le même jour un conseil de sécurité. Beaucoup de Nigériens pensaient qu'au niveau de ce conseil de sécurité, en tout cas les Nigériens s'attendaient à des décisions très fortes. Mais telle fut notre surprise de constater que c'est tout simplement pour dire qu'on a décrété un deuil de 3 jours et que les manifestations culturelles du 10 décembre sont suspendues, et que à titre posthume on doit décorer les militaires qui ont perdu leur vie. Bon, normalement quand même, parce que quand nous essayons de voir, on a eu 71 morts. Donc les Nigériens, au-delà de pleurer ces morts, doivent quand même saluer les mémoires de ces 20 soldats. Parce qu'ils ont joué leur partition et ils ont respecté à la lettre leur serment. Leur serment qui consiste à défendre la nation, l'intégrité territoriale de la nation au prix du sacrifice suprême si possible. Ils ont accepté de mourir, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas fait comme les soldats d'un pays voisin qui, quand on attaque leur camp, ils peuvent déserter le camp. Ils ont décidé quand même de faire face et de mourir à arbre à la main pour ne pas céder une portion du territoire nigérien à des djihadistes. Mais ce qui m'a étonné, mais quand même, Inates est à 250 km de Niamey. Nous avons des bases militaires au niveau même de Niamey qui ont les moyens logistiques nécessaires. 250 km pour un chasseur ou même pour les hélicos, ça ne peut pas faire 10 minutes en réalité pour aller secourir ou apporter de l'appui aérien à ces soldats. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être qu'on peut nous dire que c'est parce que le centre de transmission est coupé. Je vous en prie, on est au 21e siècle, en dehors de leur centre de transmission qui peut servir de relais entre leur base et l'état-major ou la hiérarchie. Je crois qu'ils ont des téléphones satellitaires leur permettant de contacter. Et j'ai la certitude qu'il y a des Nigériens qui étaient au courant de manière instantanée au moment où les opérations là étaient en train de se dérouler. Alors Monsieur, pourquoi ne les a pas secourus? Oui, nous allons revenir avec vous. Monsieur Adamou Maman, vous avez entendu la réaction de Monsieur Daouda. Alors, Inates, ce n'est pas la première fois que Inates subit une attaque. Je me rappelle en juillet également, Inates a été attaqué. Voici, en 2019, on revient avec une autre attaque de Inates. Les combats ont duré entre 3 heures et 4 heures. La base militaire qui était la plus proche n'a pas réagi. Le convoi qui devrait venir de Ayoru a mis du temps pour venir. Comment est-ce que vous expliquez ça? Bonsoir Maimouna, avant de répondre, je ne veux pas déroger à la règle aussi, je dois présenter mes condoléances les plus attristées, les plus émues à des familles endeuillées, à l'ensemble du peuple nigérien aussi qu'à son gouvernement. Et par rapport à votre question, c'est vrai que le camp d'Inates, qui est un camp avancé, un camp militaire avancé, a subi une attaque en juillet. Selon même certaines informations, on disait que le centre de transmission en réalité a été détruit depuis le mois de juillet. Mais il n'a pas été réparé. Ça ne fonctionnait pas. Donc s'il n'a pas été réparé, s'il s'avère que c'est vrai, il n'a pas été réparé, il y a une faute quelque part dans la chaîne du commandement, dans l'hierarchie. Pourquoi ce centre n'a pas été réparé? Je veux dire que la zone nord de Tillabéri, à partir d'Ayoru jusqu'au Mali, ce n'est pas une question de 2013. Ça a duré, c'est depuis des années, les 90. Cette zone a été toujours une zone d'insécurité. Mais seulement c'est l'intensité de l'insécurité qu'à partir de 2013, que maintenant l'intensité est devenue autre chose avec la chute du Nord Mali et consorts. Et cela suscite d'abord deux analyses.
La première, vous savez, la sécurité, c'est d'abord deux options. Il y a l'option politique et il y a l'option militaire. L'option politique, elle revient aux décideurs politiques d'engager maintenant le combat, de dire qu'on prend, soit si on va prendre la forme offensive dans le combat, ou bien on sera à la défensive. C'est à eux de déterminer. Maintenant, il donne l'ordre à l'hierarchie militaire. Le plan militaire de guerre, maintenant, ça reste entre les hommes de l'uniforme. C'est à eux de planifier quelle tactique faudrait-il appliquer sur le terrain face à l'ennemi. Okay. Maintenant, si au niveau de l'hierarchie militaire, après avoir reçu l'ordre d'agir, ils n'ont pas pu asseoir une politique de guerre, une stratégie de guerre posée pour pouvoir faire face. Au lieu peut-être, je prends un exemple, au lieu d'être à la défensive, il reste à l'offensive, ou bien au lieu d'être à l'offensive, il reste à la défensive. Là aussi, ça peut susciter aussi d'autres inquiétudes. Mais que cela ne tienne, nous savons que dans l'armée, comme on dit, c'est la grande miette, même si l'hierarchie a fauté, et quand même ceux qui sont en bas n'oseraient pas lever la voix pour les exposer. Et souvent, ce sont ces genres de problèmes qui font en sorte qu'il y a eu des choses qui arrivent et parfois on voit ainsi et on ne fait que observer. Sur le plan politique, et les militaires d'abord, avant d'être militaires, ils sont des civils. Ils vont finir le service militaire. S'ils ne sont pas allés jusqu'au sacrifice suprême, ils vont revenir dans les civils. Personne n'est né militaire. Personne. Okay. Donc les gens là, voilà, ils appartiennent à des familles biologiques qui sont des civils, qui les ont fait naître, qui les ont fait grandir, qui les ont soignés jusqu'à arriver là. Les premières personnes à qui ça fait plus mal d'abord, c'est cette famille-là. Si les décideurs politiques n'arrivent pas à considérer cela et prendre des mesures idoines qui s'imposent pour juguler le problème de l'insécurité, les familles vont les en vouloir. Et qu'ils sachent que c'est des hommes politiques, ils sont venus par des urnes. Si jamais, demain, que la population arrive à se faire une idée que ce sacrifice que leurs enfants sont en train de concentrer, il y a quelque part une défaillance de la chaîne sur le plan politique, quand même des gens, ils vont sanctionner. Et nous le savons, très prochainement, c'est les élections qui s'annoncent. Si les gens ont cette idée, arrivent à comprendre, parce que jusque-là, les gens n'arrivent pas à déterminer réellement d'où vient la faute. La cause. La faute même, parce que quelque part, c'est pas seulement la cause, c'est la faute. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne fonctionne pas. Pourquoi on arrive à attaquer un camp et puis on va dire qu'on a fait un combat pendant 3 heures de temps, on n'arrive pas à intervenir. Malgré que à Tillabéri, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une année que presque le même problème s'est produit quand le général Youssouf Ouméga était le gouverneur de Tillabéri. Vers Wanzarbe, il y avait un camp qui a été attaqué. Ce sont des gendarmes plutôt. En patrouille, ils ont été attaqués. Mais il y a un camp blindé des militaires et ils ont refusé d'intervenir. Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle le général Youssouf Ouméga a pris la décision d'évacuer ce camp de Wanzarbe. Il a dit que ces militaires-là, s'il y a leurs frères d'armes qui sont attaqués, ils n'arrivent pas à aller intervenir pendant des heures. Ils ne servent à rien. Il les a évacués. Actuellement à Wanzarbe, ce sont des gendarmes qui sont implantés là-bas. Peut-être il fallait voir la compagnie la plus proche. Pourquoi elle n'intervient pas? Est-ce qu'il ne faut-il pas prendre des mesures, aussi des sanctions à l'égard de responsables militaires de l'autre côté? Ou bien il y avait un problème de transmission. Quand je dis de transmission, c'est-à-dire d'information. Oui, dans la chaîne de commandement. Il se peut qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir rapidement. Il faut qu'ils attendent au niveau du chef d'état-major pour qu'on décide, qu'on les donne de l'ordre, ainsi de suite. Tout ça là, voilà, il faut que le président de la République, qui est le chef des armées, puisse quand même voir clair et prendre des positions qui s'imposent. Ce n'est pas de dire qu'on ne veut pas d'un tel pour les sanctionner. Non. Si la défaillance émane de la chaîne militaire, il faut que le chef des armées prenne ses décisions. Mais si ça émane des hommes politiques, il faut aussi qu'ils prennent des dispositions qui s'imposent. Ok, merci beaucoup, monsieur Adamou. Monsieur Salia, on sait que cette attaque intervient à quelques jours de la rencontre du président Macron et les chefs d'État du G5 Sahel. Est-ce qu'on peut par exemple faire le lien entre la rencontre là
et également ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un peu situé une petite responsabilité à ce niveau? Merci Maïmouna, merci de nous donner l'occasion aussi de nous exprimer sur cette question d'insécurité. Et nous allons d'abord présenter toutes nos condoléances aux familles biologiques de nos braves soldats tombés sur le champ d'honneur, armes à la main, et pour défendre notre patrie. Ces soldats qui ont choisi plutôt de mourir que de céder face à la menace contre l'intégrité de notre territoire. Et nous présentons aussi nos condoléances à toute la famille et militaire des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux autorités politiques, ainsi qu'à tous les Nigériens. Et effectivement, cette attaque et la question de la rencontre de Macron avec nos chefs d'État, les 5 chefs d'État du G5 Sahel, il est difficile de dire qu'il n'y a pas un lien du seul fait que c'est dans le même sujet. C'est parce qu'il y a insécurité au Sahel, parce que les attaques persistent, que des questions sont en train d'être posées sur la présence de la France, principalement dans le Sahel, et la continuité de ces attaques qui font chaque jour des morts. Et c'est le lien qu'il faut de manière principielle poser. Mais maintenant, de manière précise, pour revenir sur cette attaque, moi je pense que l'autre lien qu'il faut faire, c'est le fait que la situation est en train, du jour au lendemain, plus l'opinion est en train de contester la présence des militaires français, des forces, des 4500 soldats français sur nos terres, plus, et la situation ne peut que s'empirer. Vous savez, certes, nous, en tant que civils ou acteurs, il est parfois difficile pour nous de nous exprimer dans les détails sur des questions de sécurité qui concernent la vie de nos militaires, mais parfois, c'est pourquoi à chaque fois quand nous intervenons, nous attirons l'attention de l'autorité, des autorités qui ont, non seulement les autorités militaires, mais aussi les autorités politiques, sur les risques de dégénérescence, parce que c'est en ces circonstances-là que vous allez voir toute l'opinion et serait obligée de s'exprimer. Comme il l'a dit, aujourd'hui, c'est beaucoup de familles qui ont perdu et leurs proches. Il est difficile de prendre une famille au Niger dans laquelle il n'y a pas un militaire ou un agent des forces de défense et de sécurité. Donc ça, c'est très important. Maintenant, nous sommes en train de nous poser plusieurs questions. Certes, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des professionnels de la question, mais quand même, il y a des questions sur lesquelles on n'a même pas besoin d'être aguerri, d'être un stratège militaire pour poser ces questions. Le grand frère Bourem Daoud a posé plusieurs questions. Beaucoup de Nigériens sont en train de se poser des questions. Et d'abord, sur l'attaque précise de Inatas. Et il ne faut pas oublier que le même jour où la veille, il y a eu 2 attaques. Il y a eu aussi à Tawa, une attaque à Mbilan. Oui, où il y a eu 3 militaires qui étaient décédés, qui a porté le nombre à 74 comme officiellement. Mais ce qui nous inquiète, c'est sur les questions obscures qui sont autour de ces hécatombes. Parce qu'il faut parler d'hécatombes quand une armée perd 71 morts en une seule frappe. Je pense que c'est de l'hécatombe. Donc les questions que les Nigériens sont en train de se poser, pourquoi ces djihadistes, ces supposés djihadistes ont pu
frapper avant même de commencer à tuer nos frères, ont pu frapper de manière précise, comme l'a dit une chaîne internationale RFI, les dépôts d'armes et la poudrière, comme on dit, les dépôts de carburant et les dispositifs de transmission. Et certains, une autre opinion parle d'un avion militaire qui aurait survolé l'espace aérien de cette compagnie. Donc, vous voyez, c'est des questions. L'autre question est pourquoi ces militaires qui sont de l'autre côté de la frontière à 5 ou 15 ou 10 km, certains, oui, ont eu le temps de s'organiser et de se lever et venir trouver les militaires et les tuer sans qu'il y ait alerte. Ça, c'est une autre question que beaucoup de Nigériens se posent et beaucoup d'opinions se posent, que ce soit au Niger ou au niveau sous-régional. Justement, pourquoi les renforts mettent également du temps? Absolument, je vais revenir. Pourquoi? Un camp situé à seulement 250 km de Niamey, même si nous ne sommes pas militaires, nous voyageons, nous connaissons le temps que prend 250 kilomètres. Nous savons le temps que ça prend. Pourquoi en ce temps-là? Et surtout que on estime qu'il y a d'autres camps militaires qui sont aux alentours de Inates, qui ne sont pas très loin de Inates, qui seraient situés entre 50 et 70 km. Vous voyez, il y a beaucoup de questions. Je vais prendre un exemple. Il faut que là, et nous, en tant qu'acteurs, nous allons demander qu'il y ait une enquête sur savoir concrètement qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée noire du 10 décembre à Inates, qui a fait que il faut que les autorités comprennent que le Nigérien estime qu'il ne peut plus de manière facile perdre et que nos frères nigériens, parce qu'ils ont décidé d'être militaires et de défendre leur nation, on ne peut plus tolérer que les Nigériens continuent à perdre leur vie de manière facile, de manière légère. Ça, il faut que les gens se le comprennent et l'opinion se pose cette question de manière claire. Donc nous demandons qu'il y ait une enquête pour clarifier toutes ces questions qui tournent autour de. Je prends l'exemple. Récemment, il y a eu une attaque ici entre le Mali et le Niger à Tongo Tongo, où 4 militaires américains ont perdu les. Mais vous avez vu le tollé, le bruit que ça a fait aux États-Unis, et il paraît qu'il y a eu même un rapport fait par le Sénat américain de plus de 1000 pages pour expliquer. Mais pourquoi au Niger on perd plus de 71 de nos frères, et on estime que les Nigériens ne doivent pas se poser. Les Nigériens vont commencer à se poser des questions sur. L'autre aspect aussi, c'est vraiment la question de savoir concrètement, et nous en tant que Nigériens, nous en tant que contribuables nigériens, qui sommes en train de payer nos impôts, qui sont en train d'accepter de rester dans un système étatique, dans une république, où la Constitution donne à une armée nationale le rôle de défendre notre territoire. Aujourd'hui, il faut que nous sachions concrètement dans quelles conditions notre territoire est en train d'être défendu, et ceux qui sont en train de défendre ce territoire, notre territoire commun, dans quelles conditions ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils sont en train d'être mis dans les conditions pour le faire? Est-ce que ce n'est pas leur vie qu'ils sont en train d'aller vendre en faisant cela? Nous estimons que, en tant qu'acteurs, que nous ne devrons pas, tous les Nigériens ne devront pas se taire sur cette affaire. Nous voulons que cette attaque, cette mascarade, cet hécatombe soit le dernier, jusqu'à ce que la paix soit assurée dans notre pays. D'accord. Si personne n'a quelque chose à ajouter, nous allons passer au deuxième point. Oui?
Ce que je voudrais ajouter, la sécurité, selon la situation actuelle de la globalisation, ne peut pas être une sécurité pour un seul pays. Je pense que nos chefs d'État ont bien fait de réfléchir à la création d'un groupe de 5. Un seul pays ne peut pas seul se sécuriser dans la situation actuelle. Avec nos frontières poreuses là où on peut traverser par-ci, par-là, n'importe comment, à n'importe quelle heure. Il faut, d'abord j'ai entendu une analyse sur une chaîne internationale, que le camp d'Inates est près d'une forêt. Et une forêt qui est reconnue sur le plan international comme la cachette des trafiquants d'armes, des terroristes et des trafiquants de drogue. La question que je me pose, pourquoi nos pays de G5 Sahel ne pouvaient pas aller occuper cette forêt, détruire tout ce qu'il y a dans cette forêt, qu'ils puissent même installer des camps militaires dans la forêt. Oui, parce que dès qu'ils installent les camps militaires, c'est fini. Aucun terroriste ne pouvait avoir la possibilité de venir s'installer, former ces gens et cacher ses armes, ses drogues et consorts. Ça, il faut qu'on songe à cela. Et un autre aspect par rapport toujours à cet aspect de sécurité. Il faut que nos chefs d'État sachent que la population ou leur population en a marre. En a marre parce qu'ils soupçonnent qu'il y a une force étrangère, notamment la France, qui est derrière, qu'on considérait comme un État voyou, qu'on considérait comme un État terroriste. Pas seulement à cause de la situation du Mali, il y a plusieurs histoires qui ont démontré que Mali a soutenu les terroristes. La guerre en Syrie, au niveau de la Syrie, il y avait des terroristes envoyés par la France. Il y avait des multinationales que le gouvernement a soutenu pour envoyer des terroristes aller combattre. S'ils n'ont pas eu gain de cause, là-bas la Russie a empêché à ce que leur plan marche. Pourquoi la même France ne peut pas envoyer les mêmes terroristes pour venir les installer dans le Sahel? Parce que c'est une question de guerre d'intérêt. Là-bas, ils cherchaient du pétrole. Ici, il y a le pétrole et d'autres minerais qu'ils voulaient. C'est une question d'intérêt. Ok, d'accord. Okay. Oui, vous avez quelque chose à ajouter, M. Laurent? Oui, c'est par rapport parfois la lenteur au niveau des soutiens des autres forces en cas d'attaque. Je crois que c'est le régime dans lequel ces régions qui sont en état de sécurité sont gérées ne peut pas le permettre facilement. On a opté, et ça fait depuis longtemps, là-dessus on dit que ça a montré ses limites. De tout temps, ils ne font que renouveler les états d'urgence. Or, l'état d'urgence, c'est juste donner un pouvoir exceptionnel de police. Maintenant, en réalité, comme on sait qu'on est en train de tendre vers un pourrissement, je crois qu'au niveau de ces régions, ne serait-ce que dans cette partie de la région de Tillabéri, on doit dépasser la question d'état d'urgence pour aller vers ce qu'on appelle l'état de siège. Et l'état de siège peut permettre en réalité de donner des pouvoirs exceptionnels à l'armée. Pourquoi ne même pas remplacer les maires et les préfets, les gouverneurs civils pour les remplacer par des militaires? Là, la coordination va être très rapide et là, vous avez la certitude, avec un régime d'état de siège, on a la possibilité d'avoir une réaction plus rapide. Mais quand un camp est attaqué, il fallait attendre la hiérarchie, donc l'état-major, pour donner les instructions, parce qu'en réalité, il faut voir, on parle à terme d'armée, au niveau de l'armée, en réalité, on attend des instructions. Tant qu'on n'a pas l'instruction, même si c'est à côté de toi, ça te passe, tu ne peux pas réagir, parce qu'on peut encore, ça peut se retourner contre ces mêmes militaires, on peut les traduire devant la cour martiale. Donc il y a un problème fondamental. Pourquoi aujourd'hui ne pas dépasser les renforts terrestres pour aller vers les renforts aériens? Tout ça, c'est la situation. En réalité, aujourd'hui, si le régime, si le pouvoir le veut, il peut dépasser la situation, on l'a dit, d'état d'urgence pour aller vers l'état de siège. Et quand c'est l'état de siège, là, c'est comme si on a donné la latitude aux militaires qui sont dans cette région d'avoir une réelle coordination et d'attaquer de manière instantanée, parfois sans attendre une hiérarchie. Mais quand, au niveau de l'état d'urgence, il faut attendre l'autorisation d'un maire ou d'un préfet civil, ainsi de suite, qui ne comprennent rien de questions militaires, ça peut prendre du temps. Ok. Donc, nous allons passer à notre second point. Le second point, ça parle toujours de l'insécurité, puisque, comme vous le savez, une invitation a été lancée par le président français Emmanuel Macron à l'endroit des présidents du G5 Sahel sur la présence, oui ou non, de la force française, donc Barkhane au Sahel.
Cette rencontre devrait se tenir le 16 décembre, mais repoussée jusqu'à mi-2020 suite aux événements tragiques survenus à Inates. Et déjà aujourd'hui, un sommet du G5 Sahel se tient actuellement au niveau donc du palais des congrès de Niamey, où peut-être les conclusions, nous pourrons les avoir sous peu. Voilà, donc monsieur Adamou, cette invitation lancée par le président français Emmanuel Macron à nos chefs d'État du G5 Sahel, est-ce qu'aujourd'hui ces 5 chefs d'État prendront part à cette invitation? Est-ce que vous êtes sûr que les 5 seront au rendez-vous? Avant de répondre, même là, je pense qu'il faut aller reformuler le mot. Est-ce que c'est une invitation ou une convocation? Bon, c'est plutôt peut-être une convocation. Parce que pour reprendre les mots qu'a utilisé le président Roch Christian Kabore, il a dit ça manque de tact. C'est une sorte de convocation, pas une invitation. Okay. Parce que des relations diplomatiques entre les États souverains, tous les États reconnus par le système des Nations Unies sont considérés comme des États souverains, même s'ils étaient vos anciennes colonies. Donc, la forme, dans la forme de l'invitation devrait être respectée. Et le respect. Oui, on ne peut pas venir juste devant les médias lancer une convocation à des chefs d'État, pas un seul. Un chef d'État, lui seul, il convoque à travers les médias 5 chefs d'État. Ça manquait du tact, ça manquait de respect et ça montre que, et non seulement Macron, qui est très jeune d'ailleurs, peut-être il ne connaît rien de la diplomatie. S'il avait quand même une connaissance de comment la diplomatie fonctionne entre les États, il n'allait pas procéder de cette manière. Et que cela ne tienne parfois à ce qui fait le bonheur des uns peut faire aussi le malheur des autres. Il se peut que c'est une occasion en or que les chefs d'État trouvent, parce que cela a exacerbé la population et aussi a exacerbé la communauté internationale, pour qu'ils puissent maintenant venir dire, même si le parti qui accepte de partir, de vive voix, dire voilà ce que nous voulons. La première des choses, nous exigeons le départ des forces françaises qui sont dans nos pays. Est-ce qu'ils vont, oui, ils sont capables. Est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de dire ça? Rappelez-vous que dans son temps, le feu Kounté l'a demandé via le feu Djermoko, qui était son ministre des Affaires étrangères d'antan. S'il a osé le dire, pas en tant que 5 chefs d'État, en tant qu'un seul chef d'État de Conseil militaire suprême, ils ont exigé et les militaires français ont plié bas. Parce que c'est une question, il faut pas voir seulement nos États. C'est-à-dire, sur le plan international, la communauté internationale n'arrive pas à comprendre le rôle que joue la France. Il y a trop d'ambiguïté. Si même cette convocation que Macron a lancée, c'est suite à ces questions des journalistes qui ne sont pas des journalistes français, mais des journalistes européens, parce que leurs États ont eu à décrire le comportement de la France vis-à-vis de ces autres colonies. Oui. Voilà. Maintenant, cela l'a choqué, il ne sait pas comment faire maintenant, il a lancé de cette façon. Donc, sur le plan diplomatique, nos chefs d'État auront des soutiens. Et vous savez que sous peu, et si Dieu le veut, probablement le début de ce mois de janvier, le représentant de Niger, le représentant permanent au sein du Conseil de sécurité, il va prendre fonction. Donc le Niger a une voix où il peut porter là-bas, s'expliquer devant ceux qui décident pour comprendre, voilà l'ambiguïté dans laquelle se trouve la présence de l'armée française. Pour cela, nous demandons qu'elle se dégage. Et la communauté internationale, quand elle accepte, c'est fini. Et elles ne vont pas dire non, parce qu'ils ont vu la situation. Nous savons que la Russie ne va pas soutenir la France. Nous savons que la Chine ne va pas soutenir la France. On ne sait pas, même les États-Unis n'ont pas intérêt, parce qu'il y a plusieurs de leurs ressortissants qui ont été, pas volés, qui ont été quand même pris, qui sont actuellement entre les mains de ces terroristes, qui semblent être, oui, de connivence avec la France. Donc, pour quelle raison les États-Unis vont soutenir quelqu'un qui est en train de conspirer pour qu'on puisse prendre en otage leurs ressortissants? Je pense qu'ils trouvent l'occasion en or sur le plan diplomatique et ils ont le soutien politique au niveau de la population pour dire non. Et quand les gens cela partiront, vous allez voir si cette insécurité va perdurer. Vous voyez que les individus sur des motos avec les Kalachnikov sont-ils capables d'attaquer un camp militaire et seul? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas cette tactique. Ils ont certainement un soutien quelque part qui les permet de le faire. D'accord. Monsieur Salia,
Au vu de la grandeur des choses, parce que nous voyons déjà des mobilisations qui se passent un peu partout, au niveau donc du G5 Sahel, les citoyens donc de ces pays. Nous avons vu par exemple le Mali, le Niger également, où les acteurs de la société civile s'activent autour de la question, oui ou non, est-ce que les Français doivent continuer à rester dans le Sahel. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que nos chefs d'État du G5 Sahel prendront en compte les cris de cœur de ces populations? En fait, moi je pense que je ne dirais pas qu'il prendra en compte les cris de l'écrasante majorité des populations des pays du G5 Sahel en particulier et de toute l'Afrique en général qui demandent le retrait des forces étrangères, notamment la France, les forces militaires dans nos pays, pour que nos États puissent assurer leur propre sécurité. Je ne dirais pas qu'ils vont prendre, mais je dirais qu'ils ont intérêt. Au vu de la situation, ils ont intérêt. Et la seule sortie d'honneur pour ces chefs d'État, c'est vraiment de demander le retrait, puis une redéfinition claire des conditions de partenariat sécuritaire entre nos États. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. L'opinion qui demande le départ des bases militaires n'a jamais été contre une collaboration. Il faut le préciser parce qu'il y a une intoxication qui parle de rupture avec la France dans le principe. Non, ça n'a jamais été fait. Aucun esprit ne peut pas penser qu'un État peut se développer dans la sécurité en autarcie. En fait, nous avons demandé le départ des forces militaires étrangères et sur de le la plan France. sécuritaire, vous voulez Oui, plus précisément de l'opération Barkhane, qui est l'opération Barkhane. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait la coopération, l'assistance technique, l'assistance logistique que la France ou d'autres puissances peuvent apporter. Ça, vraiment, c'est la précision importante parce que apparemment, il y a une propagande pro-présence de la France dans nos États. Vous savez, cette question-là, il faut la prendre dans un contexte. Concrètement, qu'est-ce qui a amené la France dans nos pays? Et d'abord, pour le cas du Niger, il faut rappeler que après la colonisation, après l'indépendance, il n'y avait pas de base militaire française. Il y avait une seule base qui était basée à Niamey qui coopérait avec tout le temps du régime Jory. Et cette base n'avait pas. Maintenant, après le coup d'État de 1974 du général Seynou Kounché, il y a certains qui disent même que cette base française présente à Niamey a même un peu plus ou moins aidé les militaires en 1914 de faire leur coup d'État parce qu'il y avait un accord qui devrait permettre aux militaires français d'intervenir au cas où le régime peut être débarqué. Mais le jour-là, ils ont eu l'instruction de ne pas intervenir et de laisser les militaires sous l'auspice de Kounché faire ce qu'ils... Mais ça n'a pas empêché que déjà en 1974, le camarade l'a rappelé, Kounché, le régime militaire de Kounché avait écrit pour demander le départ pur et simple de cette base. Et depuis là, la France a quitté, il n'y avait plus de base, mais la coopération a continué. La coopération militaire, les formations, l'aide en matériel. C'est seulement la présence... Oui. Mais ce que nous avons constaté, c'est avec la 7e République, à partir de 2012, que on ne sait pas par quelle osmose, parce que normalement, dans la Constitution, pour accepter une base militaire étrangère, il faut que cet accord passe par l'Assemblée, le Parlement, c'est le Parlement. Mais le Parlement nigérien n'a jamais voté et le fait que les bases militaires françaises viennent s'installer au Niger. Ça n'a jamais été le cas. Mais à un moment donné, une autorité a parlé d'accord mineur.
c'est ces accords mineurs-là qui sont. Donc, j'étais en train de venir, et aujourd'hui, leur présence n'a jamais empêché qu'il y ait des coups d'État, des attaques, des morts, que ce soit à Difa, à Tawa, à Agadez, surtout à Tilaberi. Il y a eu toujours des attaques, et toujours on nous expose. Tout celui qui est à Niamey voit chaque jour les avions militaires français qui survolent et qui font beaucoup de bruit, mais qui n'ont jamais empêché qu'il y ait attaque. Donc cette opinion a commencé à poser des questions, et ça a été un moment où c'est même des responsables politiques, des leaders d'opinion de la sous-région qui sont en train de dire, de poser cette question. C'est ce qui a fait que lors du sommet de l'OTAN en Angleterre, et le président français Macron, on ne sait pas, c'est de manière improvisée ou quoi, a dit qu'il a convoqué nos chefs d'État pour le 16 décembre à Pau, en France. Oui. Et c'est là, avant même que les chefs d'État ne réagissent, beaucoup d'Africains, beaucoup de nos constituants du Sahel ont commencé à décrier. D'abord, c'était un ton, il a parlé de convocation. Et le président burkinabé, qui est président en exercice du G5 Sahel, a même réagi où il disait, je cite, le ton et les termes utilisés n'ont pas été respectés, ne sont pas appropriés. Donc même les chefs d'État ont senti que c'est vraiment un manque de respect d'Emmanuel Macron vis-à-vis d'eux. Et d'ailleurs, subitement, toute l'opinion, presque la majorité des pays, il y a eu des interventions, des manifestations pour demander à nos chefs d'État de ne pas répondre à cette convocation du 16 à Pau. Et même s'ils vont répondre, d'aller dire non. Et nous avons vu avant ça le président tchadien qui a réagi pour dire que lui, il ne peut pas aller à cause de son agenda. C'est une façon diplomatique de dire qu'il ne va pas aller. Okay. Nous sommes dans cette situation lorsqu'il y a eu cette attaque de Inates. Et le lendemain, vous avez vu ce que ça a créé. Et il y a eu ce sommet qui se tient aujourd'hui même, ce sommet extraordinaire des pays des G5 Sahel qui devrait normalement se tenir à Ouaga, mais à cause de ce qui s'est passé au Niger, ça a été déplacé à Niamey. Nous saluons ce sommet. Nous, dès le début, nous avons dit il faut que les chefs d'État se concertent avant d'aller. Mais il faut qu'on fasse attention. Donc, moi, je pense que la question du non-respect d'Emmanuel Macron, qui estime qu'il est président français, président de la toute-puissance France, il n'a pas de respect qu'il doit, alors que nous, chez nous, les Africains, quel qu'en soit vos rangs, et quand il y a une différence d'âge, on doit se respecter. Moi, je pense que nous n'allons pas beaucoup remuer la question. Nous avons confiance en nos chefs d'État. En tout cas, moi, j'ai confiance à la majorité parmi ces 5 chefs d'État. Je sais que, Inch'Allah, ils vont prendre la position qui est la position la bonne décision de l'écrasante majorité des populations du G5 Sahel, parce que nous avons vu sur les réseaux sociaux des manifestations partout. Les opinions ont posé des questions et ils ont demandé. Moi, je pense qu'ils doivent vraiment prendre la bonne décision et nous attendons. Et dans tous les cas, la décision qu'ils vont prendre par rapport à cette réunion qui est reportée, il faut le rappeler, à début 2020. Moi, je pense que cette réunion est même inopportune et au vu de ce qui s'est passé et au vu des réactions que nous avons. Donc, il faut qu'il y ait vraiment, nous devrons vraiment, moi, je pense que nous devrons d'abord, en premier lieu, soutenir nos chefs d'État dans le sens de s'organiser entre eux pour assurer la sécurité de nos États, en demandant d'abord le préalable. Nous, à notre avis, c'est le départ. Le préalable, à notre avis, c'est le départ pur et simple de l'armée française, de la force Barkhane de nos États. Il faut que ça doit être un préalable, à notre avis. Ils doivent partir et maintenant, nos chefs d'État vont s'organiser pour dire entre eux, voilà comment il faut assurer la sécurité. Deuxième question, redéfinir les relations entre les États du Sahel
et la France. Parce que nous savons que nous n'ignorons pas que la France a des intérêts géostratégiques, géopolitiques et même géoéconomiques dans nos États. Okay. Ça c'est pas un débat, mais quand même, il faut que la défense de ces intérêts géostratégiques de la France aussi tienne compte de la sécurité de nos frères. Nous n'avons rien demandé à part la sécurité de nos populations. Nous allons progresser, monsieur Daouda. Vous les avez écoutés. Oui, aujourd'hui, la présence de la force Barkhane pose beaucoup de questions. Les Nigériens, le G5 Sahel, les pays, les populations se posent beaucoup de problèmes autour donc, de la présence de cette force. Est-ce que sans la présence de cette force aussi, les États comme le G5 Sahel peuvent venir à bout de cette insécurité dans le Sahel? Donc, pour ne pas revenir à ce que les autres ont déjà dit, d'abord, pour ce qui concerne la convocation, ils l'ont déjà dit, je ne peux pas m'appesantir là-dessus. En le faisant, le président français a manqué du respect à nos États, d'abord, et à nos chefs d'État. Ça veut dire que nous n'avons pas considéré comme étant des pays, donc des républiques dont les chefs d'État ont des agendas. Donc lui, il a son agenda, en fonction de son agenda, il peut les convoquer. Deuxième insulte, c'est même aujourd'hui. En réalité, même s'il n'a pas parlé, il nous a encore insulté. Puisqu'il a besoin de voir les 5 chefs d'État à Pau le 16. Le 16, c'est demain, n'est-ce pas? Les 5 sont réunis à Niamey le 15. Il a eu ce drame devant ses forces. On sent pourquoi il ne s'est pas déplacé pour venir au Niger, au niveau de ce sommet, et rencontrer les 5 chefs d'État du G5 pour que, devant eux, au Niger, que ces 5 chefs d'État lui clarifient, puisque c'est ce qu'il a demandé, de venir à Pau pour clarifier leur position et aller s'assumer devant leur population. Mais il peut venir le 15. Il n'y a pas de grande différence entre le 15 et le 16. Il n'est pas venu. Je suis sûr que si c'était la situation contraire, nos 5 chefs d'État allaient tous quitter et aller en France pour lui présenter ses condoléances dans les mêmes circonstances. Mais il a donc appelé, non, c'est pas seulement coup de fil. Ils allaient se déplacer. La dernière fois, il a eu la mort de 13 soldats maliens et français au Mali. Le président du Mali était à l'enterrement. Nous, on a perdu 71. Le président il a juste téléphoné. Donc, on le remercie pour son coup de téléphone. Maintenant, revenons pour ce qui concerne le sommet qui est en train de se tenir à Niamey. D'abord, au nom vraiment de tous nos camarades là, je tiens à remercier quand même les chefs d'État du G5 qui ont, en guise de compassion et de respect pour le peuple nigérien, de délocaliser leur sommet, de déplacer leur sommet du Burkina pour venir faire ça au niveau du Niger, pour faire du perdre de coups et s'incliner devant nos martyrs qui ont perdu la vie le 10 décembre 2019. Maintenant, pour ce qui concerne les décisions, je ne suis pas de leur tête, mais contrairement à ce que c'est vrai, ce que vous avez dit, ça c'était l'idéal. Vraiment, c'était l'idéal de dire, bon, on n'a pas besoin de la phrase. Mais moi, je vais être... Sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, j'ai dit. Non, même si c'est sur le plan sécuritaire, la présence de Barkhane. Mais je vous dis que ça, c'est l'idéal. Mais je vous dis que ces 5 chefs d'État-là, je n'ai vu aucun capable d'aller en France pour dire devant Macron qu'ils n'ont pas besoin et de demander à ce que les forces françaises quittent. Ah bon? Je vais m'expliquer. Premièrement, quelque part, ces forces-là, au-delà de la défense du territoire, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas là pour défendre réellement nos propres intérêts. Ces forces, tout le monde le sait, sont là pour des intérêts géostratégiques. D'ailleurs, pas seulement les Français. On a oublié, il y a également une base américaine. Et la plus grande base de drones qui se trouve au niveau du continent africain se trouve sur le territoire nigérien, au niveau de la base de Madama. Il y a également toutes ces choses-là. Ça veut dire que tous ont la possibilité de donner des renseignements, ne donnent pas. Il y a entre eux des intérêts géostratégiques. Maintenant, pourquoi ces forces ne peuvent pas, le chef d'État ne peut pas le dire? Vous n'êtes pas sans savoir, je peux prendre pays par pays, vous allez comprendre. D'abord, au niveau du Tchad. C'est vrai, Déby était le premier à dire que lui, il a un agenda, il ne peut pas se déplacer. Mais ce que vous ignorez, il ne faisait pas longtemps, c'était cette même force qui avait repoussé une offensive des rebelles là qui sont en train de marcher sur N'Djamena. Ça veut dire quoi? Ces forces-là, quelque part, sont en train de défendre les intérêts
du régime de Déby. Pour ce concernant le Mali, aujourd'hui, vous savez qu'en réalité, parce que si le Mali pouvait le dire cela, la première des choses que le président Malek allait commencer par faire, c'est de demander à ce que ces mêmes forces françaises-là lui permettent d'avoir accès à Kidal. En réalité, ce ne sont pas les gens de Kidal là qui empêchent aux forces de venir, ceux qui empêchent réellement aux troupes maliennes d'avoir accès et qui sécurisent Kidal, ce sont ces mêmes forces françaises de Barkhane. Ça veut dire quoi? Ils ont consacré de fait en sorte de la balkanisation du Mali. Et il ne peut pas réagir. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette possibilité de réagir et de dire à, à la France de quitter. Pour ce concernant le Burkina, c'est pratiquement la même chose. La population est en train de crier. Et d'ailleurs, mais en réalité, le même chef d'État du Burkina, qui est le chef président de CIS, n'a pas la possibilité. Peut-être celui qui voit le faire. D'ailleurs, lui, sur son territoire, il n'a jamais eu d'attaque. Et je ne sais pas pourquoi, comme par hasard, au niveau du chef d'État, donc au niveau de la Mauritanie, il n'a jamais eu d'attaque. Il n'a jamais eu d'attaque. Et nous également, notre président de la République ne peut pas le dire. Il y a toujours des intérêts, des non-dits. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des choses là que nous autres, en tant que civils, nous ne pouvons jamais avoir certaines vérités. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, il faut voir même la structure pour comprendre que le caractère inutile de Barkhane et qu'ils ne sont pas la réalité parce qu'il y a insécurité au niveau du Sahel, mais c'est pour des raisons bien déterminées. Je ne peux pas comprendre une chose. Il y a déjà l'amunissement. C'est une force onusienne. Bon sang, si la France a besoin de contribuer, la France peut s'engager dans le cadre global de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Maintenant, au niveau du G5 Sahel, que ce soit la France et les autres puissances qui ont des bases au niveau de nos pays, nos chefs d'État au niveau de leur région, parce que je salue en réalité l'initiative, l'idéal est bon, l'initiative de G5 Sahel, quand nous-mêmes, nous avons décidé, chaque État africain, de mutualiser leurs forces pour défendre leur territoire. Mais qui bloque? En réalité, c'est cette même communauté internationale qui ont leur propre base ici, qui bloque parce que, de tout temps, nos chefs d'État ont demandé à ce que le G5 Sahel soit mis sur le chapitre 7 des Nations Unies. Mais qui refuse, c'est toujours ces mêmes puissances. Parce qu'ils ne veulent pas financer, ils ne veulent pas donner les moyens conséquents aux forces des G5 Sahel là pour qu'ils soient libres. Ça veut dire quoi? On y met toujours nos forces là en état de dépendance, que ce soit sur le plan logistique ou bien sur le plan des renseignements ou sur le plan des informations. C'est-à-dire on crée les situations où nos pays ont toujours besoin de la collaboration de ces puissances. Et actuellement, les deux capables réellement d'aider nos forces sur le terrain, c'est la France, ce sont les États-Unis. Ils ont tous des bases de drones. Alors, ils ont les renseignements. Tout ce qui se passe dans l'espace du Sahel, à l'instant T, ils ont les renseignements. Ils ont la possibilité. De la même manière qu'on applique l'exemple type au niveau du Niger pour dire qu'une base est en train d'être attaquée, d'une base qui est à côté ne peut pas réagir parce qu'il n'a pas eu l'ordre. Et ces gens-là également n'ont pas la possibilité de donner en réalité des informations directes à notre état-major, même si le dit, si ce n'est pas au niveau de l'état-major français qu'on leur demande, qu'on donne l'ordre de le faire, ou bien l'état-major transféré. Ça veut dire quoi? Il y a un problème. Nos États ne peuvent pas le faire. Mais aujourd'hui, l'idéal, les seules personnes capables de pousser nos États à le faire, et sont nous-mêmes, la population. Ibrahim l'a déjà dit, en dehors du Mali, qui officiellement on l'a su au moment où les djihadistes étaient sur le point de prendre tout le Mali, ont demandé officiellement à la France d'intervenir. Les autres pays n'ont jamais demandé au niveau de leur parlement l'intervention ou l'installation des bases militaires sur leur territoire. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, Macron, sous l'effet de la colère, a piégé ces 5 chefs d'État. Parce que ces 5 chefs d'État sont obligés aujourd'hui, après avoir rencontré Macron à Pau, je ne connais pas encore la date, ils seront obligés de revenir au niveau du Parlement, dire ce qu'ils ont décidé. Donc au niveau parce qu'il a dit de venir clarifier leur position. Ça veut dire que c'est l'occasion pour que ça soit institutionnalisé et que cette fois-ci, au lieu que ça soit un accord entre deux chefs d'État,
Ça va être un accord entre État et État. Entre pays et pays. Et que ça soit entre pays et pays, ça doit passer par l'Assemblée. Ça va nous permettre, parce que ce genre de vote peut se passer au niveau de la plénière. Certainement, nous aurons l'occasion de voir les interventions de tous les députés, de tous les bords, et nous allons comprendre qui est pour nos pays et qui n'est pas pour nos États. En dehors de ça, quand on dit de s'assumer, ils le font au niveau du Parlement. Si le Parlement là également va à l'encontre de l'aspiration réelle de la population, dans tous les cas, bientôt il y aura les élections. Ça va nous permettre de comprendre en réalité que c'est un complot, qui est un groupuscule d'individus en collaboration avec des puissances étrangères sont en train de créer des situations pour que nos pays n'avancent pas au profit de la France ou d'autres puissances étrangères. Oui, mais vous n'avez pas répondu à la question. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, sans la France, sans la présence donc, de Barkhane au Sahel, est-ce que les pays du G5 Sahel peuvent combattre? Vous savez, j'ai dit à l'état actuel des choses, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens logistiques, les moyens matériels, en réalité, pour le faire. Je ne dis pas, on a les moyens humains. On a les moyens humains. On a des officiers valeureux qui ont la possibilité de faire monter n'importe quel type de plan de guerre. Ces militaires-là n'ont rien à envier en réalité aux officiers de la France qui sont ici. Ils ont fait les mêmes écoles. Parce que quand vous regardez, on est dans le même espace, nous étions des anciennes colonies. Tous nos officiers là, il n'y a pas d'école de guerre au Niger. Tous nos officiers là, on fait soit Saint-Cyr ou d'autres écoles de guerre de la France. Et d'ailleurs, là on peut même être en avance sur ces soldats français, parce que quand on était devant notre état-major, il y a des gens qui ont fait des écoles de guerre de la France. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir presque toutes les stratégies de l'armée française. Il y a certains qui ont été formés au niveau des États-Unis. Il y a des officiers qui ont fait des écoles de guerre de la Chine. Il y a des officiers qui ont fait de la Russie. Donc on a tous ces compétences. Mais le seul problème qu'on a, c'est que on n'a pas les moyens. En réalité, actuellement, on a créé les conditions pour que le G5 ne soit pas réellement fonctionnel. Nous, sur le plan humain, on a dit on va faire 5 000 hommes. Très rapidement, les États ont donné les 5 000 hommes. On veut tel quota pour contribuer. Nos États ont contribué. La CEDEAO a même augmenté. Parce qu'au début, la CEDEAO n'était pas là, n'est-ce pas? La CEDEAO, les États membres de la CEDEAO ont même contribuer. Mais quelles contributions ne viennent pas? C'est au niveau de ces mêmes puissances, surtout au niveau de la France. Et pire encore, même pour contribuer, pour leur type de contribution, là où ça ne peut pas marcher, on n'est pas indépendant, ça veut dire c'est à eux de prendre l'argent et de nous dire quel type d'armes on doit nous payer. D'accord. Alors là, ça devient un problème. On ne peut pas nous payer de matériel. Il faut qu'on aille rapidement. Il faut qu'on se comprenne. Moi, je vais vraiment parler sur le fait que est-ce que sans la France, sans Barkhane, nos États peuvent assurer leur sécurité, oui ou non. Moi, j'ai dit sans Barkhane, que Barkhane se lève et ramasse tout ce qu'il a comme matériel et qu'il parte. Moi, je suis convaincu, en tant que citoyen, que nos militaires, nos États peuvent assurer notre sécurité. Si c'est contre les djihadistes là, les soi-disant djihadistes là que nous voyons, si ce sont ces gens en moto là que nous voyons, si c'est eux qui nous attaquent, moi je suis convaincu que nos militaires peuvent assurer. Il y a deux raisons. La première raison, le Niger a existé de 60 à aujourd'hui, à 2010, sans force étrangère, et nous avons toujours assuré notre sécurité. Il y a eu deux grandes rébellions. Il y a eu la rébellion Touareg, je prends mes excuses. Il y a eu la rébellion qu'on a appelée la rébellion Touareg, qu'en ce temps-là, on soupçonnait la France d'aider de manière cachée. Il y a eu la rébellion. Là, nous, on était jeunes, on l'a vu, la rébellion de MNJ, et le régime Tange avait détruit en un temps. Mais pourquoi aujourd'hui? C'est aujourd'hui qu'on doit mettre dans nos têtes que... Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête cette propagande. Wallah, sinon, on court tous vers là. Il faut qu'on enlève de nos têtes que sans Barkhane, sans la France, j'ai dit bien la France, on ne peut pas assurer notre... J'ai vu
cette propagande-là a commencé. J'ai vu même un journaliste d'un média national où nous payons nos impôts tenir ce genre de discours. Moi, je ne suis pas d'accord. Si nous ne pouvons pas assurer notre propre sécurité, je ne dis pas contre une grande puissance, contre une autre puissance. Nous avons vu Kounché avait résisté contre Kadhafi qui était le puissant. Au temps de Jori, le Niger avait aidé le Nigeria à combattre Biafra. Pourquoi aujourd'hui on va dire qu'on ne peut pas? Si nous ne pouvons pas assurer notre propre sécurité, que nous mourrons tous, c'est même mieux que nous pensions avec. Pourquoi? Pourquoi? Non. Il faut vraiment, il faut que cette campagne-là s'arrête. Vraiment, Wallah, il faut qu'on arrête. Nous sommes sur le plateau et nos téléspectateurs sont en train de nous suivre aujourd'hui, donc un peu de respect. Je veux donner mon point de vue. C'est une question d'analyse. Vous savez, en ce qui concerne dans le classement de la relation internationale, les classements des États étaient faits en 3 échelles. Il y a ce qu'on appelle les superpuissances, qui sont, qu'on a considéré dans le temps, c'est les États-Unis et la Russie, que les États-Unis maintenant veulent dire que la Russie a été éliminée. Ensuite, il y a les puissants États comme les États, la France et les autres. Ensuite, on parle des micro-États. Même si on est des micro-États, c'est-à-dire que les États tels que le Niger ont toujours la possibilité, qu'il y ait la France ou pas, de défendre leur territoire contre les terroristes. Moi, l'expression djihadiste ne va même pas. C'est l'expression qu'il faut, c'est le terroriste. Le problème, vous savez, c'est quoi? Est-ce que vous avez vu une fois un groupe terroriste avec une couverture aérienne militaire? N'est-ce pas? Est-ce que tous nos États là n'ont pas des avions militaires? Comment on dit qu'à nous, on ne peut pas combattre? La seule chose, c'est quand ces terroristes-là sont soutenus par leur patron et que leurs patrons sont là, c'est eux qui les donnaient des plans ou frapper. Quand frapper, peut-être, c'est là où on peut dire qu'on ne peut pas combattre. Mais tant que ceux-là quittent, je vous assure que les États de G5 Sahel ont la capacité de détruire en un rien de temps. Vous allez voir ces problèmes d'insécurité-là. Si c'est militaires blancs, plus bagages, ils s'en vont. À moins d'un an, on va finir avec. Ok. Bon, c'est bon, je pense que nous allons fermer ce volet. Oui, nous allons revenir à quelque chose de plus sérieux également. C'est la loi des finances 2020 qui a été votée par l'Assemblée nationale. Donc, on a vu des protestations, des contestations, des opinions qui se sont prononcées par rapport justement à cette loi des finances. Il y a eu la question donc par secteur, la santé, l'éducation, des acteurs qui se sont prononcés pour dénoncer justement l'enveloppe allouée donc à ces secteurs sociaux de base. Mais voilà, donc cette loi a été finalement votée par les députés. Alors, on revient, M. Daouda. Ça a été voté, les cris de la population, les lamentations, rien n'a été modifié quand même. Rien n'a été modifié avant d'être voté. Mais dans tous les cas, donc il fallait s'attendre déjà... Vous connaissez notre représentation nationale. L'Assemblée a de tout temps été une caisse de résonance de l'exécutif. Okay. Le plus souvent, quand on amène un texte au vote, avant même le vote, on peut même connaître le résultat. Okay. Le nombre de députés de la majorité contre le nombre de députés de l'opposition. Seulement en analysant quand même la loi de finances, ce qui nous a surpris, c'est le fait que de manière récurrente, on délaisse les secteurs sociaux de base. On a seulement concédé 13% au secteur de l'éducation, alors que de tout temps, le président dit qu'il allait donner 25%, 25% du budget pour le secteur de l'éducation. C'est comme si chaque année, l'enveloppe allouée à l'éducation diminue, alors que dans les faits, ça doit augmenter parce que les effectifs scolaires augmentent d'année à année avec la croissance démographique. Ça veut dire que les infrastructures, les besoins,
tout doit augmenter, mais ça diminue. C'est la même chose au niveau de la santé. Plus la population augmente, plus les besoins en soins de santé augmentent, mais malheureusement, l'enveloppe diminue. C'est la même chose au niveau même du secteur de l'agriculture. On dit que depuis 2011, on cassait nos tampons avec le slogan les 3 N et que sécheresse n'est pas synonyme de famine. Et pourtant, Ils l'ont dit eux-mêmes en prenant même leurs propres chiffres. Ils disent qu'il y a 2 millions de Nigériens à partir de décembre qui sont en état d'insécurité chronique. Ça veut dire que dans 3 ou 4 mois, il y aura plus de 3 fois les 2 millions là qui vont être de la situation. Parce que c'est que les gens doivent comprendre quand on parle que dès maintenant, au moment où on fait les récoltes d'état d'insécurité alimentaire chronique, ça veut dire que ces gens-là n'ont même pas récolté. Donc il y a d'autres qui ont récolté, mais qui sont en déficit. Donc quand on combine tout ça là, ça veut dire que le Niger doit faire face vraiment à des problèmes alimentaires sérieux d'ici peu. Mais on n'a pas corrigé pour investir dans le secteur de l'agriculture pour essayer de renverser les tendances. Pire encore, même le secteur qui se trouve, le ministère qui s'occupe des catastrophes naturelles, parce que là on a déjà vu 2 millions de catastrophes naturelles. Là aussi on n'a pas alloué assez d'enveloppes. Donc vous voyez, c'est pourquoi je vous dis quand je dis que parfois le Niger ne peut pas gérer certaines choses. Vous savez pourquoi on n'a pas fait ça? C'est parce qu'on compte à ce que quelqu'un nous donne pour que nous nourrissons nos 2 millions de personnes. Donc ça veut dire qu'il faut tendre la main même pour ces genres de choses. Et vous voyez, à chaque fois quand vous voyez les gouvernants parler pourquoi on est en train de négliger les secteurs sociaux de base, ils ont trouvé la Libye, c'est qu'il y a l'insécurité et qu'on est en train d'investir pour des dépenses d'insécurité. Donc, ne serait-ce que partant de cette analyse, vous allez comprendre que vos chefs d'État, dans ces mêmes situations, ne peuvent jamais demander à ce que ces forces quittent, parce que, quelque part, l'insécurité leur permet de justifier un certain nombre de politiques au niveau de leur pays. Donc, il y a tout ça. Maintenant, pour ce qui concerne toujours ce budget, la loi des finances 2020, de la manière dont ils l'ont choisi, ça veut dire que nous risquons de retomber dans les mêmes problèmes. Au-delà de l'insécurité, je crois que les protestations ou les levées de boucliers des partenaires sociaux ne peuvent que reprendre. Vous avez l'année passée, il y a eu de l'accalmie. Les gens se les ont observés parce qu'on chantait toujours la question de sécurité pour calmer les acteurs locaux, les partenaires sociaux. Mais en dépit de tout ça, quand même, avec tout ce qu'on constate comme résultat, nous constatons qu'en réalité, au lieu que ces fonds affectés aux questions de sécurité-là, qui ne vont pas dans les secteurs sociaux, on a comme l'impression que ça ne va pas également au niveau des bénéficiaires et que ce sont quelques individus qui sont en train de s'enrichir. Parce qu'il suffit d'être tout simplement ministre de quelque chose qui s'occupe des insécurités pour devenir un milliardaire. Et tout ça, là, ce sont vraiment des problèmes. Je crois que le gouvernement doit rectifier le tir, puisque dans tous les cas, même si la loi des finances est votée, ils peuvent très rapidement essayer de faire une loi rectificative pour essayer d'insérer beaucoup de choses au niveau des secteurs sociaux de base. Je ne sais pas pourquoi ça a diminué, ou bien c'est pour pouvoir diminuer, c'est pourquoi ils ont fermé un certain nombre d'écoles dans la région de Tillabéri. En tout cas, il y a des questions que l'histoire et l'avenir va nous édifier et nous allons revenir là-dessus. Monsieur Adam. Oui, mais maintenant, par rapport à la loi de finances 2020, comme nous, au niveau de l'IDTN, nous avons eu toujours à décrire les secteurs sociaux de base ont été délaissés. Délaissés pour des raisons que vous connaissez, le chantage toujours sur la question sécuritaire. Et j'ai une fois entendu dire que quand on cumule le budget qui a été prévu dans la ligne pour la défense et sécurité, ça équivaut à quelque chose de 400 milliards et quelques poussières.
Mais on n'arrive pas à mettre à la disposition d'un système comme le système éducatif 100 milliards. Et malheureusement, malgré tout cet investissement qu'on dit vouloir faire au nom de la sécurité et de la défense, le problème d'insécurité perdure toujours. Et nous disons ceci, que le gouvernement doit avoir un regard vraiment vers ces secteurs sociaux de base, parce que ce sont ces secteurs sociaux de base toujours qu'on doit regarder dans le calcul d'indice de développement humain pour le classement des États. Ça fait partie et ça occupe une grande place. On ne devrait pas toujours délaisser des secteurs prioritaires et venir se plaindre de son classement. Un autre aspect que je voulais souligner, je disais qu'il y a aussi la faute de nos hommes politiques. Quand je dis nos hommes politiques, c'est les alliés du parti principal au pouvoir. Je me rappelle que entre 2011 et 2013, quand même quand la population parle, l'allié principal du parti principal au pouvoir, lui écoute ce que le peuple dit. Et il a cette capacité de faire comprendre. Quand vous regardez un peu la situation politique du Niger, depuis cette cassure, à partir de 2015 à aujourd'hui, même quand vous sortez, les acteurs de la société civile, les syndicats, vous criez, ils s'en fichent. Oui, parce qu'il n'y a pas un allié de taille qui peut aller frapper la porte au président pour dire il faut faire attention, telle chose-là que le peuple réclame, c'est une vérité, il faut les écouter. Tous se sont accourus là-bas chacun pour faire ce qu'il arrange. C'est ça le problème. Parce que quand on parle même de la lutte depuis 90, parce qu'il y avait toujours des circonstances qui coïncident. Quand ces circonstances coïncident, maintenant, les autorités en face se trouvent en position de faiblesse, ils sont obligés maintenant d'écouter le peuple. Mais nous sommes dans une situation, mec, même quand vous décriez, quand vous démontrez A plus B que ce qu'on voulait faire, ce n'est pas ça, on fait sourde oreille. C'est ça le drame qui est là. Mais sinon, la loi de finances initiale de 2020, vraiment n'arrange pas les secteurs sociaux de base. Les problèmes d'insécurité alimentaire vont continuer. Le problème dans les sanitaires vont continuer. Les problèmes au niveau de l'éducation vont continuer parce qu'il n'y a pas. Et cette année, il n'y a même pas. Juste c'est le stock, l'ancien stock pour ceux qui est de secondaire. On a distribué quelques cahiers. Oui. Mais ils n'ont même pas distribué un seul cahier. Et ce n'est pas tout le monde d'ailleurs qui ont eu ces un cahier-là. Il y a beaucoup des élèves qui n'ont pas pu bénéficier de ces cahiers-là. Et voilà la situation telle qu'elle est. Ils n'ont pas acheté pour l'année passée, ils n'ont pas acheté pour cette année, on ne sait pas pour l'année à venir. Où vont cet argent s'il a été prévu dans l'année budgétaire? Qui détourne cet argent? On fait quoi avec? Les questions sont posées. Monsieur Salia. Oui, bon, la loi des finances, on a eu l'occasion de parler. Vous savez, et la question des lois des finances, grâce aux efforts de la société civile, et ça fait des années, depuis 2017, où la loi des finances 2018 a été beaucoup décriée. Vous vous rappelez tout ce que ça avait suscité comme mouvement, qui a conduit même à l'arrestation. Les citoyens nigériens ont eu l'habitude de s'intéresser. C'est la même chose que cette année aussi. Je rappelle que au niveau de la société civile, il y a eu le 5, 6 et 7 du mois de décembre une session budgétaire citoyenne que la société civile a l'habitude d'organiser avec Alternative Espace Citoyen. Il y a eu cette session. Et la session avait accouché de conclusions. Et dans les conclusions, c'est presque les mêmes observations qui étaient faites depuis 2017 qui ont suscité les levées. C'est les mêmes choses. Il n'y a pas eu d'amélioration d'une manière générale. Et cette session budgétaire a été même sanctionnée par une marche et que certains ont qualifié de modeste, mais avec un engagement fort. La marche avait eu pour raison de réunir certains acteurs qui ont participé à cette session pour aller remettre un mémorandum à l'Assemblée nationale et en fonction des constats qui ont été faits dans la session budgétaire citoyenne où le budget a été détaillé aux acteurs avec la participation de la société civile, des syndicats, mais aussi des paysans de tous les Niger. Donc,
Je pour revenir sur les détails. Moi, je pense que le camarade Bourem l'a dit, la question cruciale qui se pose pour nous autres acteurs, c'est d'abord à deux niveaux. Vous savez, la loi des finances de cette année a été arrêtée à 1200 milliards et poussière. D'abord, l'aspect comment les ressources sont mobilisées. Comment les ressources sont mobilisées? D'abord, les acteurs se posent cette question. Parce que nous voyons que toujours le gouvernement continue à insister sur les hausses des impôts. C'est le peuple, ce sont les citoyens lambda qui sont pressés. Il y a beaucoup de taxes et impôts qui sont mis sur les... Alors que de l'autre côté, il y a beaucoup d'autres aubaines dans lesquelles l'État peut avoir beaucoup d'argent pour investir, qui sont notamment les sociétés minières et pétrolières et les exonérations qui sont accordées à beaucoup de sociétés. Il faut que les gouvernements annulent ces exonérations pour les sociétés et les impôts au niveau des sociétés téléphoniques, où le Niger est les pays où on prend moins d'impôts au niveau des sociétés, des compagnies de téléphonie. Il faut que le gouvernement insiste sur la mobilisation des ressources au niveau de nos ressources minières, parce que ces ressources minières nous servent à quoi si on ne peut pas prendre beaucoup d'argent au niveau de l'exploitant de ces ressources. Nous avons aussi demandé dans cette même situation au gouvernement de revenir sur les TVA qui étaient mis depuis 2017 sur certains produits de première nécessité. Oui, donc ça c'est au niveau de maintenant, au niveau de l'investissement. Je l'ai dit, moi je prends l'exemple du secteur de l'éducation seulement. Il faut rappeler, nous allons le dire toujours. En 2011, lors de son discours d'investissement, le président de la République a pris l'engagement. Personne ne l'a obligé. Il est venu, il dit qu'il va investir 25% du budget, les cas du budget dans les secteurs de l'éducation. 8 ans après, quel constat il faut faire? En 2011 seulement, il y a eu 15%. En 2012, ça n'a pas évolué. 2013, c'est 2014 que ça a parti à 17%. Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, la part réservée au secteur de l'éducation ne fait que dégringoler. Ça a passé de 17% à 13,33% comme Bourem. Ça veut dire qu'il y a l'insouciance totale à ce niveau. Et comme Bourem l'a dit, c'est le manque d'investissement au niveau des secteurs sociaux de base qui va créer des levées de boucliers au niveau du front social, et on va continuer. Pour la santé, je prends l'exemple seulement je vais prendre un exemple. Oui. La gratuité des soins. Ça est passé d'environ 10 milliards. Ça a dégringolé. Pour cette année, il y a eu 2 milliards seulement qui ont été réservés. Et les 2 milliards là ne seront pas débloqués. Okay. C'est difficilement, ça ne sera pas débloqué parce qu'il y a des arriérés. Nous allons vraiment oui. Si on continue à parler de la loi des finances, on ne finira pas. Mais bon, nous allons revenir sur la loi des finances parce que le 4e point n'a pas été également débattu. C'est le classement qu'occupe le Niger sur le rang, donc fait le classement fait par PNUD. Nous y reviendrons également sur ça parce que le temps aussi c'est le temps. Chers téléspectateurs, voilà, c'est la fin de ce débat, le rendez-vous de la rédaction. Le rendez-vous de la rédaction qui a reçu aujourd'hui sur ce plateau nos invités, Adamou Maman Sabiou de l'UDTN, Monsieur Bouraima Daouda, acteur société civile nigérienne, ainsi que Ibrahim Salia, il est également acteur de la société civile nigérienne. Merci à vous autres qui ont pris le temps également de nous suivre sur ce débat, le rendez-vous de la rédaction. Le rendez-vous de la rédaction, c'est tous les dimanches à partir donc de 21h. Jusqu'à 22h, et également la rediffusion c'est les jeudis à partir de 22h. D'ici là, portez-vous bien. Merci également, chers invités, merci d'avoir vraiment répondu à notre invitation sur ce plateau. On se dit au revoir, on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour parler de l'actualité. Merci. Merci.